Bonjour à tous, cinquième et probablement dernière vidéo de notre série de vidéos consacrées au marché. Une dernière vidéo qui va être centrée sur deux notions importantes, inscrites bien entendu au programme, qui sont les notions de surplus et de gain à l'échange. Voyons ce que nous dit le programme sur cette question. Alors on est toujours au niveau de ce questionnement. Comment un marché concurrentiel fonctionne-t-il? Et on est plus précisément sur cette partie du questionnement. On va avoir en fait deux objectifs. Objectif numéro 1, comprendre les notions de surplus du producteur et du consommateur. Et un deuxième objectif, comprendre la notion de gain à l'échange et savoir que la somme des surplus est maximisée à l'équilibre. Alors voyons pour commencer, qu'est-ce que l'on entend par surplus du producteur, surplus du consommateur, gain à l'échange. Pour étudier ces notions, on va, comme d'habitude, avoir recours à la modélisation, en l'occurrence à la modélisation qui consiste à représenter graphiquement un marché parfaitement concurrentiel. Alors on va oublier le marché de la tomate et on va changer de marché pour regarder comment pourrait fonctionner un marché du studio. Les studios, ce sont des petits appartements d'une vingtaine de mètres carrés et on imagine donc que l'on a des offreurs de studios, dont la fonction d'offre est représentée ici, et des demandeurs de studios, dont la fonction de demande est là. Alors qui sont les offreurs de studios? Ce sont les propriétaires de studios qui veulent donc vendre le studio qu'ils possèdent. Les demandeurs de studios, ce sont les acheteurs potentiels de ces petits appartements qui cherchent donc à se loger. Donc on le rappelle, la courbe de demande, donc en rouge ici, représente la disposition à payer des acheteurs de studios. Donc si on considère que chaque acheteur de studio achète un seul studio, ça veut dire par exemple que l'on a 10 000 acheteurs potentiels prêts à payer un prix de environ 45 000 euros. Voilà. Donc ça, c'est le prix qu'ils sont prêts à payer. Mais quel est le prix qu'ils vont payer effectivement? C'est le prix d'équilibre, c'est-à-dire c'est le prix du marché. Autrement dit, ils sont prêts à payer 45 000 euros, mais ils ne vont payer effectivement que 30 000. On dira donc qu'ils réalisent un surplus, matérialisé ici par ma flèche épaisse. Un surplus de combien? 45 000 moins 30 000, un surplus de 15 000. On peut faire le même raisonnement pour les acheteurs suivants. On en a ici 20 000, dont la disposition à payer, c'est-à-dire dont le prix qu'ils sont prêts à payer au maximum, est de 40 000. Sachant que le prix du studio va être de 30 000, eux réalisent ici un surplus de 10 000. Même principe avec les acheteurs suivants. Donc si on met tous ces surplus bout à bout, on se rend compte que finalement, ce qu'on va appeler le surplus du consommateur correspond à la surface du triangle que j'ai hachuré ici. Alors si je fais quelque chose de plus propre, le surplus du consommateur, ça c'est une première chose qu'il vous faut retenir ici, c'est la surface comprise entre la courbe de demande, c'est-à-dire la disposition à payer du consommateur, et le prix du marché, c'est-à-dire le prix qu'il paye effectivement. Donc le raisonnement va être le même si on se place maintenant du point de vue des offreurs. Donc même chose, on le rappelle, la courbe d'offre représente le coût marginal des offreurs, autrement dit, le prix minimum auquel ils sont prêts à céder leur studio. Donc par exemple, on aura ici, en supposant que chaque offreur offre un studio, on aura 10 000 offreurs prêts à vendre leur studio à un prix minimum d'environ 15 000 euros. Sauf que le prix du marché, évidemment, c'est toujours 30 000. Nos agents, on le rappelle, sont preneurs de prix, donc ils vendent leur studio à un prix de 30 000 euros, alors qu'ils étaient prêts à le céder à un prix de 15 000.
Autrement dit, 30 000 moins 15 000. On a donc ici 10 000 offreurs qui réalisent un surplus de 15 000. Même chose si on se place du point de vue des offreurs suivants. On en a 20 000 dont le coût marginal du studio s'élève à 20 000 euros. Donc ce 20 000, ben, c'est le prix minimum auquel ils sont prêts à céder leur studio, sachant qu'ils vont le vendre à un prix de 30 000 euros. Alors on a bien 20 000 offreurs qui réalisent ici un surplus de 30 000 moins 20 000 égale à 10 000 euros. Même chose hein, avec les suivants. Ici, le surplus 30 000 moins 25 000. Ça fait un surplus de 5 000. Donc même chose que tout à l'heure, on voit que cette fois-ci, le surplus du producteur va correspondre à la surface du triangle, ici assuré en vert, le triangle compris entre le prix du marché, le prix d'équilibre, et le coût marginal des offreurs. Là encore, si on fait quelque chose de plus propre, le surplus du producteur, c'est la deuxième chose à retenir pour l'instant, c'est la surface comprise entre la courbe d'offre et le prix du marché. Donc vous le voyez, nos surplus ont des formes de triangles. Alors c'est très pratique parce que du coup, le fait qu'ils ressemblent à des triangles, ça va nous permettre de calculer la valeur de chacun des surplus, consommateur et producteur. Puisque vous le savez, normalement, au moins depuis le collège, la surface d'un triangle, c'est sa base, ici. Donc ici, la base, ça va être forcément 40 000 euros, multiplié par sa hauteur. Donc 50 000 moins 30 000, c'est-à-dire 20 000 euros, divisé par 2. Donc on applique la formule, base fois hauteur divisé par 2, et on trouve que le surplus du consommateur s'élève à 400 millions d'euros. Donc ce chiffre correspond à l'ensemble des surplus cumulés lorsqu'on fait la somme de tous les surplus dégagés par chacun des acheteurs de studio. Le raisonnement est exactement le même si on se place du point de vue des offreurs. La base du triangle, ben, c'est toujours la même, c'est 40 000 ici, et la hauteur, ben, c'est celle-là, c'est-à-dire la différence entre 30 000 et 10 000. Donc j'applique ma formule et je trouve un surplus du producteur également de 400 millions d'euros. Donc les deux sont égaux, hein. Ce n'est pas toujours le cas. Si on fait la somme des deux, donc 400 millions plus 400 millions, on arrive à ce qu'on va appeler un surplus collectif de 800 millions d'euros. Ben, ce surplus collectif, c'est également ce que l'on va appeler les gains à l'échange. Le surplus collectif représente ce que l'ensemble des agents, finalement, gagnent en échangeant. Ce que gagnent les producteurs en vendant leur studio, plus ce que vendent l'ensemble des consommateurs en achetant le studio. La première étape de cette vidéo est terminée. Assurez-vous que vous avez bien compris les notions de surplus du consommateur, surplus du producteur, gain à l'échange et que vous avez compris comment les calculer. Passons maintenant à la deuxième étape de la vidéo qui va consister à étudier les conséquences d'une modification du prix à la fois sur la répartition du surplus et sur la quantité de ressources disponibles. Alors on va imaginer dans la suite de la vidéo qu'il existe une crise du logement et que des milliers d'individus ne parviennent pas à se loger, ou en tout cas ne parviennent pas à se loger sur le parc privé, et donc soit sont SDF, soit continuent de vivre chez leurs parents, soit continuent de vivre dans des habitations gérées par l'État de type HLM. C'est ce qui va justifier, ou en tout cas c'est comme ça que les pouvoirs publics vont le justifier, la mise en place d'un prix plafond imposé par l'État. Donc on va dire voilà, les propriétaires de studios n'auront pas le droit
de vendre leur studio à un prix supérieur à 20 000 euros. Donc on met en place un prix plafond, c'est-à-dire un prix à ne pas dépasser. Quelles vont être les conséquences de cette décision sur la quantité de ressources, c'est-à-dire sur la quantité de studios disponibles sur le marché? La conséquence, on la voit ici graphiquement, la conséquence, aussi paradoxale que ça puisse paraître, ça va être une pénurie de 40 000 logements. Alors pourquoi? Concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Ainsi qu'on l'a vu dans la vidéo numéro 2, à ce prix plafond, un certain nombre d'offreurs, en l'occurrence les offreurs situés ici, sur cette partie de la courbe d'offres, vont se retirer du marché. Ce sont tous les offreurs, c'est-à-dire les propriétaires de studios, qui étaient rentables au prix du marché, c'est-à-dire au prix de 30 000 euros, mais ne le sont plus au prix imposé par l'État de 20 000. Donc on avait au départ à l'équilibre 40 000 propriétaires désireux de vendre leur studio. À ce prix plafond, on n'en a plus que 20 000. A contrario, un certain nombre de demandeurs qui vivaient jusqu'à présent chez leurs parents, ou qui vivaient en HLM, ou qui étaient tout simplement SDF, vont avoir les ressources financières pour se loger. Donc on a une demande supplémentaire qui va concerner ceux dont la disposition à payer n'était pas suffisante pour payer un prix de 30 000, mais qui est suffisante en revanche pour payer les 20 000 euros imposés par l'État. Donc là encore, on avait au départ 40 000 acheteurs au prix de 30 000 euros le studio, on en a désormais 60 000. Ce qui conduit bien à une pénurie de 40 000 logements. On parlera également de rationnement de la demande, c'est-à-dire qu'on a encore moins de personnes désireuses de se loger qui le peuvent désormais. On est clairement en présence d'un effet pervers, c'est-à-dire une conséquence inverse par rapport à l'objectif qui était recherché. Alors quelles vont être les conséquences de cette pénurie en termes de surplus? La première conséquence, on va la matérialiser ici par le triangle jaune, ça va être l'apparition d'une perte sèche, c'est-à-dire une perte de surplus qui n'est regagnée par personne d'autre. Donc une partie du triangle orange, donc cette partie-là, correspond à la perte subie par les consommateurs, c'est-à-dire les acheteurs de studios. Et l'autre partie du triangle jaune, ici, représente la perte de surplus subie par les propriétaires de studios. Cette pénurie va aussi avoir une deuxième conséquence, matérialisée ici par le rectangle bleu foncé, c'est qu'une partie du surplus du consommateur va se faire au détriment du surplus du producteur. C'est-à-dire qu'au départ, le surplus du consommateur représentait la totalité du triangle ici. Désormais, une partie du surplus a diminué de la valeur du triangle jaune, mais ce surplus néanmoins a augmenté de l'autre côté au détriment du surplus du producteur. Donc on le voit, notre pénurie va forcément avoir une conséquence sur la valeur du surplus collectif, c'est-à-dire la surface bleu ciel augmentée de la surface bleu foncé et la surface verte. Notre surplus collectif aura augmenté uniquement dans le cas où ce qui est gagné par les consommateurs compense ce qu'ils ont perdu. Par contre, ce qui est sûr, c'est que nos producteurs, eux, ont vu leur surplus diminuer. On va passer maintenant à la dernière étape qui va consister à calculer les nouveaux surplus, surplus du consommateur, surplus du producteur, surplus collectif, après la mise en place de cette pénurie. Alors pour calculer le nouveau surplus du consommateur, on va faire comme tout à l'heure, on va s'appuyer sur les surfaces des figures géométriques qui apparaissent. Donc pour le consommateur, on voit apparaître ici un triangle dont on va pouvoir calculer la surface et un rectangle. Donc la somme de la surface de ce rectangle et de ce triangle va nous donner le surplus total du consommateur. Donc allons-y. On trouve que le nouveau surplus du consommateur désormais s'élève à 500 millions d'euros. Donc c'est plus que tout à l'heure, puisque rappelez-vous, à l'équilibre, on avait trouvé un surplus du consommateur de
400 millions d'euros. Donc le surplus du consommateur a augmenté, ce qui signifie tout simplement que ce qui était gagné par les consommateurs au détriment des producteurs compense ce qu'ils ont perdu. Faisons la même chose avec le surplus du producteur. Là c'est simple, hein, le surplus du producteur, on va le trouver en calculant la surface du triangle vert. Allons-y, on trouve un surplus du producteur de 100 millions d'euros, ce qui est bien plus bas que tout à l'heure, hein, puisqu'on avait trouvé tout à l'heure 400 millions d'euros, c'est-à-dire autant que le surplus du consommateur. Donc si on fait la somme des deux, on obtient donc le surplus collectif, on trouve 600 millions d'euros, ce qui est moins que tout à l'heure. Et ça nous amène en fait à une conclusion fondamentale qu'il va nous falloir retenir, c'est que le surplus collectif est maximisé à l'équilibre, c'est-à-dire ici. Tout autre prix autre que le prix du marché conduit finalement à un surplus collectif qui sera forcément plus faible. Alors une dernière remarque pour finir, on a calculé jusqu'à présent nos surplus en nous appuyant uniquement sur la méthode géométrique. Le problème, c'est que cette méthode, d'une part, elle ne fonctionne pas toujours. Et puis en plus, elle ne peut s'appliquer que lorsqu'on a des courbes d'offres et de demandes dont la fonction est affine. Or, la plupart du temps, c'est ce que vous verrez dans vos études plus tard, les courbes d'offres et de demandes ressemblent plutôt à des choses comme ça. Donc elles ne renvoient pas en fait à des fonctions affines, mais ce sont plutôt des fonctions convexes. Donc si on veut être sûr de ne pas se tromper, on est obligé de calculer nos surplus d'une autre façon, c'est-à-dire d'une manière algébrique. Pour ça, peut-être que vous l'avez vu en maths, il faut en passer par le calcul intégral. Alors très rapidement, on ne va pas s'étendre là-dessus, mais il nous faut d'abord exprimer nos fonctions d'offre et de demande à partant du prix. Donc on a simplement reformulé les fonctions d'offre et de demande en faisant non plus l'offre en fonction du prix ou la demande en fonction du prix, mais à chaque fois le prix en fonction de l'offre ou le prix en fonction de la demande. Et si vous avez vu le calcul intégral, vous savez qu'une surface, on peut l'écrire comme ça. C'est-à-dire que le surplus du producteur ici, c'est cette surface moins celle-là. C'est-à-dire la partie en fait du graphique qui est située sous la courbe d'offre. Si vous appliquez votre formule, vous retrouvez bien en fait le surplus du producteur qu'on avait calculé juste avant. Même principe avec le surplus du consommateur. On va l'écrire de cette façon-là, c'est-à-dire que le surplus du consommateur est égal à la totalité de la surface comprise sous la fonction de demande moins la totalité de ce carré ici. Ok, donc on l'applique et on retrouve bien le surplus du consommateur tel qu'on l'avait calculé précédemment. Cette 5e vidéo consacrée au marché est maintenant terminée. Comme d'habitude, je vous écris ici le bilan de ce qu'il faut retenir. N'hésitez pas à faire une pause et je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos.